diable qui pense qu'il peut changer le monde, et lui, pour le coup, c'est le côté obscur de nos civilisations, et tout ça se mêle à une enquête sur les gènes, sur les virus, avec aussi une histoire de société de surveillance, ce qui est aussi d'ailleurs le cas dans votre troisième... Quatrième, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de savoir compter aujourd'hui. Une putain d'histoire donc, qui est parue également en 2015 chez XO Éditions, qui se passe dans le nord du continent américain, dans cette zone presque frontière entre le Canada et les États-Unis, au nord-est, donc, et avec une histoire de famille qui vont en vacances dans cette zone du monde. Et bien là aussi, il y a des histoires de sociétés de surveillance, des histoires d'une petite amie de l'un des personnages qui va se trouver tué. Et puis voilà, l'un est facilement accusé. Évidemment, il y a un thriller, il y a un suspense autour de ça. Mais là où l'enquête prend son ancrage actuel, c'est justement avec la thématique chez vous des sociétés de surveillance. Justement, je voulais, en commençant avec vous, cette table ronde Noir Destin, en ces zones souvent enneigées, qu'est-ce qui, là, dans les années 2015, vous a justement motivé pour aller d'une part dans cette zone du monde, parce que c'est la première fois que vous y allez, et surtout, on va commencer par là, sur la thématique des sociétés de surveillance informatique? La réponse, elle est simple. En fait, c'est 2013, l'affaire Snowden. Et donc, en découvrant tout d'un chacun qu'on est tous sous surveillance, on est tous l'objet voilà, on est tous transparents aux yeux de ces sociétés américaines, y compris les plus grands chefs d'État. Je me suis dit évidemment qu'il y avait un sujet là en or, et à partir de là, quand j'ai voulu parler de ce problème de la surveillance et surtout de la fin de la vie privée, parce qu'en fait c'est ça le thème du livre, c'est qu'on est au seuil de la fin de la vie privée, il me paraissait naturel de ne pas le situer comme mes romans précédents dans le sud-ouest, mais plutôt d'aller aux États-Unis et d'aller du côté de Seattle, parce que Seattle, c'est la ville de Microsoft, c'est la ville d'Amazon, c'est la ville d'Adobe, c'est une des principales villes pour les nouvelles technologies. En même temps, on a autour de Seattle une nature extrêmement riche, presque inviolée, qui est aux antipodes de ça, finalement, de cette civilisation électronique dans laquelle nous vivons. Donc ça me paraissait être un cadre idéal, et surtout, je voulais que ça se passe dans une île. Et là-bas, il y avait des îles fort belles et fort sauvages. Je voulais que ça se passe dans une île parce que l'île, c'était le contraste parfait. On a cette île qui est isolée géographiquement, sur laquelle vit mon personnage Henry, qui est un adolescent de 16 ans, donc un adolescent connecté. Et malgré tout, cette île qui, quelques décennies auparavant, aurait été assez inaccessible, est aujourd'hui, comme tout le reste du monde, sous le regard de ces sociétés de surveillance. Et donc, le paradoxe m'intéressait et ça me paraissait être le lieu parfait pour dérouler cette intrigue. Alors, autant cette thématique est nouvelle chez vous, autant chez vous, Franck Tilliez, cette thématique des cadavres d'animaux qui débouche aussi sur des cadavres d'êtres humains, et puis aussi des questions de surveillance, et puis aussi la figure d'un être qui veut dominer le monde, mais du côté obscur, justement. Ça, c'est pas complètement nouveau chez vous, même si là, c'est raconté de manière différente, rassurez-vous. Justement, qu'est-ce qui fait que, histoire après histoire, fiction après fiction, si je peux me permettre, année après année, vous travaillez ce sillon-là, et qu'est-ce qui y vient de nouveau à chaque fois dans ce sillon-là? Vous savez, en fait, le point commun en fait, dans tous les polars, c'est de parler d'un dysfonctionnement au départ. Ça peut être un dysfonctionnement politique, social. Et moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le dysfonctionnement lié à la science de manière générale, mais aussi au fonctionnement de l'être humain, de ce qui se passe dans sa tête, mais vraiment de manière presque scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait à un moment donné que dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que quelqu'un bascule, on va dire, du côté obscur de la force. Donc voilà, j'essaie toujours de prendre des sujets. Il y a toujours une dominante scientifique quand même dans mes livres. Oui. J'ai parlé de romans autour de la mémoire, autour du trafic d'organes, par exemple. Ce sont des choses qui existent. Pandémia, le dernier, s'intéresse plus particulièrement à deux choses, en fait. Enfin, au virus, de manière générale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de parler à la fois du virus biologique, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que quelqu'un de mal intentionné pourrait faire avec un virus, et aussi parler du virus informatique, qui est le virus l'autre penchant, c'est-à-dire aujourd'hui, on est tous connectés, comme disait Bernard, Internet est partout. On a beau s'enfermer dans une maison, se protéger au maximum, Internet peut rentrer. Et finalement, quelque part, c'est un peu comme un virus, c'est-à-dire on ne peut pas s'en protéger. Et de voir aussi comment justement des gens mal intentionnés, pareil, pourraient utiliser ce virus-là, qui est le virus informatique, pour commettre des méfaits. Donc voilà, c'est un peu finalement le socle qu'on retrouve dans mes romans, de partir dans ce dysfonctionnement-là, qui est un dysfonctionnement scientifique, et
avant tout de raconter une histoire, mais de se servir de l'histoire pour finalement parler de notre monde d'aujourd'hui en fait. Et alors, question qui va peut-être vous paraître un peu naïve, mais lorsqu'un auteur comme vous travaille pour la plusieurs-tième fois cette thématique de la surveillance sur Internet, de plus de vie privée, etc., concrètement, comment est-ce que vous, pour vos recherches, vous maniez Internet? Est-ce que vous vous sécurez? Est-ce qu'il y a des pare-feux encore spéciaux? Est-ce que vous avez inventé des pare-feux? Moi, j'étais ingénieur en informatique dans mon ancienne vie. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, je connais bien Internet. Non, je ne suis pas paranoïaque quand même au point de me protéger. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, même si la thématique de fond est toujours la même, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des personnes peuvent vouloir prendre le pouvoir, vouloir accomplir le mal, les sujets sont vraiment extrêmement différents à chaque fois. Pour Pandemia, par exemple, voilà, j'ai voulu... Les virus, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est quelque chose qui fait partie de l'inconscient collectif, des peurs collectives. On a tous conscience des épidémies de peste noire qu'il y a eu par le passé, des épidémies de grippe espagnole. C'est un sujet qui fait peur, qui est un peu d'actualité parce que on a parlé de la grippe il n'y a pas longtemps, elle était très meurtrière. On a parlé d'Ebola, on est en plein dans un climat assez malsain où on parle beaucoup de terrorisme. Les virus et le bioterrorisme. Donc on est vraiment dans un thème d'actualité et c'est ça qui me motive pour choisir un sujet. Il faut que ce soit un sujet qui parle aux gens. Hein, voilà, c'est un sujet qui nous concerne et de voir comment on peut le creuser pour, voilà, en plus d'une lecture agréable, hein, finalement, parce qu'on écrit quand même des livres pour que les gens passent de bons moments. Voilà, comment les confronter à notre monde d'aujourd'hui, comment soulever des questions, des interrogations dans leur tête et finalement les intéresser à un sujet qu'ils connaissent sans le connaître. Voilà, c'est un peu ça mon moteur à chaque livre. Philippe Jaénada, je vais vous poser une question. Alors, je vais être le millième à vous la poser, mais voilà. Vous êtes un écrivain, et au départ, vous êtes un écrivain de fiction, vous êtes un romancier. Depuis 2 livres, qui sont les 2 derniers, celui-ci, La Petite Femelle, et Sulac, qui était paru en 2013. En la rentrée 2013, il se trouve que ce sont des destins qui se rapprochent de notre thématique, la noire destin, et que vous avez choisi la loi de la non-fiction pour les traiter. C'est-à-dire que ce n'est pas un essai, ce n'est pas une recomposition de l'enquête sur le bandit Sulac dans les années 80, ce n'est pas une enquête sur Pauline Dubuisson, c'est l'écrivain qui va essayer de décapsuler des choses qui n'ont pas encore été décapsulées. Et la patte littéraire vient là-dessus parce que vous universalisez justement ça. C'est pas seulement Pauline Dubuisson, c'est la femme des années 50 à nos jours et les systèmes judiciaires, policiers, d'enquête de la France des années 1950 à nos jours. Mais ça, c'est pas dans une fiction, c'est dans une non-fiction d'écrivain que vous l'avez travaillé. Et pour Sulac aussi, pourquoi au départ c'est vers cette patte littéraire-là que vous avez été pour ces 2 destins? Donc ces 2 derniers livres sont mes 8e et 9e romans. Les 7 premiers romans, qui sont effectivement, qu'on peut qualifier de fiction, sont des romans qui suivent un peu en parallèle ma vie. C'est-à-dire que les personnages, même si c'est modifié, arrangé et un peu romancé, mais sont des personnages qui sont un peu mes cousins, mes voisins, qui me suivent en parallèle. Il se trouve qu'à une certaine époque, je vivais plein de choses rocambolesques, fantastiques et ridicules à la fois. Et maintenant, non. Maintenant, j'ai une vie d'une platitude, d'une monotonie consternante. Si, qui me ravit, moi, qui me convient tout à fait, mais pour la littérature, c'est vraiment c'est un drame. Je ne peux pas raconter mes courses au Franprix ou il n'avait plus de dentifrice à la pharmacie. Enfin, je ne peux pas raconter ça. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je me suis vu bloqué à partir du moment où j'ai fait cette boucle de 7 romans jusqu'à ce que ma vie se fige de manière épouvantable. Et je me suis dit, voilà, alors j'ai essayé d'écrire un peu de fiction, j'ai pas réussi, ça faisait des livres ennuyeux, j'admire beaucoup les 2 gars qui sont là de part et d'autre. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt, puisque je ne peux plus raconter ma vie et que je n'ai rien d'intéressant à inventer, ben, je vais parler d'autres personnes. Donc Bruno Sulac, il y a 2 ans, 2 ans et demi, ouais. Et puis Pauline Dubuisson, maintenant. Comment est-ce que vous avez rencontré ces 2 destins-là? Comment est-ce qu'ils vous ont frappé? Tous les 2 par hasard, mais de manière très différente. Pour Pauline Dubuisson, par exemple, je venais de terminer Sulac. Je savais que j'avais envie encore de raconter la vie de quelqu'un, si possible quelqu'un en marge ou un peu... Et puis dans le bistrot en bas de chez moi, qui est ma seule sortie, je sors 1 heure par jour, je vais au bistrot en bas, et c'est là que je discute avec le monde.
Et les gens me disaient, alors, tu as une nouvelle idée, sur quoi tu vas écrire? Je disais, non, j'ai envie de parler de quelqu'un, voilà, un peu en marge, peut-être une femme. Et puis une des jeunes femmes du bistrot, le lendemain, m'a offert un livre qui s'appelle Les femmes criminelles au XXe siècle, qui est un truc très grand public, mal écrit, mal documenté, qui parle de Violette Nozière, des Sœurs Papin, de Valérie Subra, enfin bon. Et il y avait parmi ces femmes Pauline Dubuisson. C'est un livre qui a été publié en 2012, mais dans ce livre, Pauline Dubuisson est présentée comme une fille diabolique, perverse, cruelle, sans âme, sans cœur, sans scrupules, dont le seul but dans la vie était de faire souffrir les hommes. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un petit livre un peu acide et féroce sur cette créature maléfique. Et puis en me renseignant, plus je me suis renseigné sur elle, plus je me suis rendu compte qu'on avait construit un personnage qui ne ressemblait en rien à ce qu'était... j'ai fouillé dans les archives, donc je suis retourné vraiment aux sources de l'enquête criminelle, puisqu'elle a tué son fiancé. Et je me suis rendu compte que tout ce qui avait été dit sur elle depuis 60 ans, c'était des sortes de lambeaux, de peaux de bouc qu'on avait collés partout sur elle pour en faire un bouc émissaire. Et donc, si le livre, au lieu d'être un petit livre féroce, est un très gros livre un peu tendre, j'espère, c'est parce que j'ai voulu montrer qu'on avait raconté tout un tas de salades sur cette jeune femme. Question à un romancier français qui a écrit donc, sur des personnages qui ne sont pas tous français dans le livre. Il y a justement, alors à commencer par le Henry Dean Walker, un des personnages, enfin le premier qu'on rencontre d'une part, et puis le personnage principal. Est-ce que, quand on est un écrivain français, qu'on a écrit ces histoires d'avant en France, est-ce que la manière de construire des personnages sur un autre pays, avec une autre langue, est-ce que ça intervient dans la construction d'un personnage ? Dans la construction, non, parce que la construction du personnage, en ce qui me concerne, je crois que c'est pareil pour Franck, c'est pareil pour Philippe, c'est pareil pour tout le monde. On a tous nos idiosyncrasies et nos méthodes perso, mais en revanche, oui, il y a une réflexion avant. C'est-à-dire que moi, après 3 livres avec des personnages récurrents qui se passent tous dans le sud-ouest, des flics toulousains, les Pyrénées, etc., tout d'un coup, franchir l'Atlantique et aller aux États-Unis, je me suis posé la question d'abord, est-ce que j'en suis capable ? Ensuite, oui, il y a des exigences. On est tous des grands lecteurs de littérature américaine, polar, avec des auteurs magnifiques, Elroy, Connelly, enfin je ne vais pas les citer, il y en a plein. Donc c'est un peu comme vouloir boxer contre Mohamed Ali. Il y avait une réflexion de ce point de vue-là, et la seule solution que j'entrevoyais, et qui est celle que j'ai appliquée, c'est de me rendre là-bas et d'avoir rencontré le maximum de gens. C'est-à-dire que je suis arrivé à Seattle, j'ai loué un véhicule et je suis allé sur ces îles dont je parle. J'ai pris des ferries, j'ai rencontré des shérifs, j'ai rencontré des policiers de la criminelle de Seattle, de la police de montée de Vancouver, et petit à petit, avec toutes les informations qu'ils m'ont données, accumulées, et aussi, ça m'a permis... J'ai rencontré aussi des gens pas uniquement des policiers, des gens dans la rue, j'ai été berger, j'ai dormi chez des gens. Je connaissais évidemment la société américaine. On a tous grandi avec le cinéma américain, la littérature américaine. Depuis qu'on est adolescent, on lit Lovecraft, on lit la science-fiction, on lit Stephen King, etc. Donc c'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger. Mais justement, je voulais être sûr de ne pas écrire comme un auteur français qui a plein de clichés dans la tête. Ça, c'était le grand danger, quoi, de ressortir tous les stéréotypes. Et pour ça, il n'y a qu'une manière de les surmonter, c'est de se confronter à la réalité et d'aller au-delà des apparences. Et donc, en rencontrant tous ces gens, oui, je pense que ça m'a permis petit à petit. Et ce personnage d'Henri, il est né de ça aussi, de toutes ces rencontres. Il faut savoir qu'Henri, il est élevé par 2 mamans, qui tiennent ce qu'on appelle un bed and breakfast sur une île. Et quand je suis arrivé dans une de ces îles, je suis moi-même descendu dans un bed and breakfast qui était tenu par un couple d'hommes. Et donc, on a beaucoup discuté aussi de ces choses-là. Et tout ça, tous ces petits bouts, c'est un peu comme un nid, quoi. Un petit gravier par-ci, une petite brindille par-là. Et petit à petit, le nid se construit et on arrive à faire quelque chose de solide. Et surtout qui, je pense, parce que j'ai la chance d'être traduit comme Franck aux États-Unis, en tout cas mes premiers livres, et j'espère que celui-là le sera aussi, et qui, je pense, peut être crédible par rapport au lecteur américain, quoi. Que je fasse pas ce qu'ils font, par exemple, avec Paris, quand on le voit dans le film américain, on voit des types avec des bérets, des baguettes de pain, la Tour Eiffel et des 2 chevaux. Même en 2015, ça me gêne un peu. Je voudrais pas faire la même chose dans l'autre sens. Alors, quand on dit noir destin, il ne faut pas qu'il y ait un personnage qui porte tout le noir et puis les autres qui soient la voix de la loi ou de la justice ou de la raison. Il faut saupoudrer un peu du côté obscur du monde sur d'autres personnages. Ou alors une poétique ou une mystique. Et par exemple, ce fameux Henry qui a été élevé par 2 mamans, il faut dire, et c'est ce qui constitue une de ces poétiques, que l'une des 2 était sourd-muette.
Oui. Ce qui, forcément, lorsqu'on a un de ces deux parents qui vous a appris à vivre avec d'autres langages, justement, que le langage le plus commun, Absolument. l'oralité, ça change tout. Et il porte un peu de ça aussi, et ça Oui, tout à fait. n'est pas sans influence sur la psychologie de l'intrigue. Mais Hein. ça c'est intéressant. Il y a aussi ce problème de la communication. Non seulement l'une de ses mamans est sourd-muette, mais l'autre est une sorte de musicienne frustrée. Enfin, qui joue. Donc il y a ce côté, il y a ce problème de la communication, mais qu'on retrouve dans le roman de Frank Pandemia, avec ce couple qui vit dans un appartement qui est un labyrinthe de plexiglas, et à cause d'histoires de virus, ils ne peuvent communiquer qu'à travers ces parois. Donc voilà, finalement, on se rejoint là-dessus, sauf qu'on a chacun notre façon d'illustrer ce thème-là. Ça, c'est intéressant aussi. Et justement, alors c'est vrai qu'il y a un appartement donc d'une scientifique et de son mari qui est justement parce ils ont raison de vouloir se surprotéger comme ça, mais en même temps, on est sans cesse à la lisière de la parano. Et chez eux, leur propre intérieur de couple est tellement protégé, alors ce qui n'est pas sans incidence non plus sur leur rapport intime entre eux. Justement, c'est bourré de protection et de plexiglas. Comment est-ce que dans votre propre imaginaire, puisque donc vous nous disiez que vous n'étiez pas parano, c'est constitué cet intérieur et cet appartement? En fait, on essaye toujours de créer de bons personnages parce que il faut, pour essayer de faire un bon livre, il faut une bonne histoire, mais aussi de bons personnages. On se rend compte que ce qui fait que les gens vont vers un livre aujourd'hui, c'est parce qu'ils aiment suivre les personnages, ils aiment partager leurs aventures. Et donc moi, j'ai un personnage de scientifique qui s'appelle Amandine, qui travaille à l'Institut Pasteur, donc qui est très proche des virus ultra dangereux. Et en fait, voilà, elle est très compétente dans son métier, mais pour vraiment lui donner de l'humanité à ce personnage, parce que c'est ce qui nous intéresse quand on lit un livre, je me disais, mais voilà, elle a son métier, elle est très performante, mais je ne veux pas que ce soit juste quelqu'un de froid qui fait des opérations scientifiques. Je voulais qu'elle ait vraiment quelque chose de fort dans sa vie, en rapport avec le thème que je voulais traiter, qui est celui des microbes. Oui. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce couple où elle, voilà, travaille à l'Institut Pasteur, spécialisée dans les microbes, et elle vit avec quelqu'un qui n'a plus de système immunitaire. C'est-à-dire que si cette personne, on la laisse sortir et qu'elle attrape un rhume, elle va à l'hôpital et elle risque de décéder très rapidement. Et voilà, donc en fait, ils vivent à deux, ils réussissent à vivre, mais ils sont obligés de vivre dans une espèce de loft protégé par des vitres en plexiglas où finalement ils peuvent se mettre en quarantaine l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand Amandine éternue, par exemple, voilà, elle dit pendant 30 jours, on ne pourra pas se toucher. Donc j'ai par exemple imaginé une pièce où quand tout va bien, ils dorment à deux, l'un à côté de l'autre, mais aussi quand tout va mal, elle a son lit, il y a une vitre de plexiglas et son mari dort de l'autre côté. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que ça ramenait finalement, ça ramenait le thème des microbes à sa maison. C'est ce qui m'intéresse, vraiment de traiter le thème à fond. Et ça donne beaucoup d'humanité au personnage parce qu'on se dit, voilà, comment elle va réussir à se débrouiller, comment ça va finir cette histoire. Et voilà, donc comme disait Bernard, il faut vraiment s'imprégner de l'endroit où vivent les personnages. Lui, c'était plus un lieu vraiment qui a porté la création de son personnage. Moi, c'était un métier, c'est-à-dire d'aller à l'Institut Pasteur, de rencontrer ces scientifiques-là, et à partir de ces rencontres, de créer le personnage le plus crédible possible, le plus proche possible de ce qu'est aujourd'hui quelqu'un qui travaille sur les microbes. De donner vraiment finalement quelqu'un de proche de nous. On n'est plus dans les héros, super-héros imbattables, on est vraiment dans de l'humain, qui ne sont ni blancs ni noirs, qui sont entre les deux, qui ont leurs failles, qui ont leur noirceur, mais qui ont aussi leurs instants plus lumineux, on va dire. Alors, tous les univers dont on parlait là, avec Bernard Minier et Franck Tilliès, sont des univers qui vous appartiennent plus ou moins et que vous avez créés vous-même en tout cas, et c'est par votre création que nous on entre dans ces univers-là. Donc il y a un pacte que l'on est obligé de subir avec plaisir, si je peux dire, puisque c'est précisément ça le roman. Sauf que, pour ce qui vous concerne, Philippe Jaénada, non seulement Pauline Dubuisson, si je peux me permettre, vous ne l'avez pas inventé, mais en plus, quelqu'un s'en était saisi avant vous. Ce quelqu'un, c'est un cinéaste, et c'est pas n'importe lequel, parce que c'était Henri-Georges Clouzot, puisque c'était le film La Vérité, justement. Alors, en plus, avec un titre pareil, sur un destin pareil. Donc ça, c'était dans les années 50, justement. Pardon ? 60, pardon. Donc, quand 40 ans après ce film-là, 50 ans après le procès, Philippe Jaénada rouvre le dossier,
comment est-ce que vous jonglez avec justement ce qui a déjà été filmé sur elle, ce qui a déjà été écrit sur elle? Parce que là, pour vous, il n'y a rien qui vous appartient, il faut juste faire votre patte littéraire. Oui, c'était assez simple en fait. Il fait une chaleur terrible. L'impression d'être Johnny Hallyday. Bonjour On Toulouse. m'a trop donné juste avant. C'était assez simple puisque c'est justement le but du livre, c'est de comparer la vérité, en tout cas celle qu'on peut approcher en consultant les témoignages à la source pendant l'enquête, c'est-à-dire vraiment les gens qui ont témoigné à son époque, et les comparer avec tout ce qui a été fait sur elle depuis, que ce soit la presse, les livres qui ont été écrits sur elle ou le film de Georges Clouzot, qui est vraiment, pour le coup, alors vous en parliez, mais qui est vraiment symbolique. La vérité, c'est un titre d'un cynisme incroyable parce que le film est centré sur le procès de Pauline Dubuisson. Pauline Dubuisson était une jeune femme intelligente qui était en 4e année de médecine, cultivée, plutôt posée. Dans le film, Brigitte Bardot est une jeune fille complètement écervelée qui dit, même à un moment pendant le procès, un jour j'ai essayé de lire un livre mais il m'est tombé des mains, donc voilà, alors que Pauline Dubuisson lisait un livre par jour. Bon. Et donc le personnage de Brigitte Bardot est carrément à l'opposé du personnage de Pauline Dubuisson. Je pense que c'est à l'époque, et c'est pas une blague quand je dis ça, je pense que Pauline Dubuisson était une femme qui était à la fois belle et intelligente, et je pense qu'en 1960, Clouzot s'est dit, ça serait pas crédible, on pourrait pas s'identifier. Donc Brigitte Bardot est la version Pauline Dubuisson vraiment en simplette, dont le seul but est de s'amuser, de coucher avec plein de garçons, etc. Et en revanche, le procès qui est dit dans le film reprend mot pour mot, les dialoguistes se sont pas foulés, reprend mot pour mot le compte-rendu du procès avec les mêmes phrases, les mêmes... Et le procès ayant fait beaucoup de bruit à l'époque, tous les gens qui ont vu le film savent que c'est vraiment l'histoire de Pauline Dubuisson. Et en plein milieu de ce procès, il y a un flashback qui est la scène du meurtre. Moi, le meurtre, je pense, en me fondant sur l'autopsie, les rapports balistiques, etc., que c'est non seulement un crime passionnel, mais surtout involontaire. Elle voulait se suicider, il a essayé de l'en empêcher, elle lui a tiré dessus. Dans le film de Clouzot, en plein milieu du procès, il y a un flashback, elle lui tire dans le dos, il lui tourne le dos, elle lui tire dans le dos, il tombe et elle vient l'achever d'une balle dans la tête. Et donc, quand on appelle un film comme ça La Vérité, surtout sachant qu'elle vient de sortir de prison, elle est sortie de prison 5 mois avant la sortie du film, c'est une jeune femme qui a 30 ans, qui habite à Paris, que tout le monde peut retrouver. Et Monsieur Clouzot, ce pignouf, c'est un film magnifique, mais il se permet de mettre en danger vraiment la vie de quelqu'un. Et ça l'a tué. C'est ce qui a fini par la tuer, Pauline Dubuisson. Et effectivement, la Pauline Dubuisson que vous nous montrez est à peu près le contraire d'une inculte, puisque en gros, sous votre plume, à l'âge de 11 ans, elle lit Nietzsche. Et puis elle se fait manipuler par son père qui l'envoie à la place donc, de lui-même négocier avec les Allemands, les nazis qui occupent Dunkerque, des espèces de contrats, etc. Et après c'est la collaboration. Mais donc il y a aussi tout un tas d'autres choses dans le livre et c'est pour ça qu'il est littéraire justement, c'est que de cette histoire de collaboration, de cette mémoire collective, de cette fissure pardon, aussi collective que la période de la collaboration en France, vous cherchez aussi à voir quel était le statut de la fille à l'époque par rapport à son père, de la femme ensuite, de comment ce que pouvait être facilement... Enfin, de comment est-ce qu'une femme pouvait être facilement vue comme une traître. Et puis après, ça arrive aussi sur le statut de la femme, sur le féminisme et sur bien des années après. Et c'est aussi pour ça que ce livre est original dans son angle à lire aujourd'hui, c'est qu'il y a tout ça. Le citoyen Jaénada, justement, comment est-ce que lui regardait les sources qu'il a consultées, comment est-ce qu'il a appris à vivre avec le personnage de Pauline Dubuisson et comment est-ce qu'il s'est fait une idée sur le personnage et sur la France par rapport à ça? Moi, j'ai découvert tout ça presque en même temps que le lecteur, sauf que c'est un an plus tôt, mais en même temps que le lecteur le découvre dans le livre. C'est-à-dire que moi, je voulais simplement raconter l'histoire d'une femme. Je me suis rendu compte que c'était impossible de parler de Pauline Dubuisson sans parler du contexte historique et social, c'est-à-dire de l'occupation, de l'après-guerre. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles toute une société l'a détestée et massacrée, c'est qu'elle était une femme qui commençait, à la fin des années 40, qui commençait à vouloir vivre une vie normale. C'est-à-dire, par exemple, elle voulait terminer ses études de médecine, donc elle a repoussé 5 ou 6 fois les demandes en mariage de son fiancé, parce qu'elle savait que si elle acceptait de se marier avec lui, elle pouvait mettre sa blouse au placard et prendre un tablier, un fer à repasser, une casserole. Mais ça, on lui a... Alors que ça paraît vraiment... c'est une envie vraiment simple et c'est pas un truc de rebelle ou de sauvage. Hein. Elle voulait simplement finir ses études pour être pédiatre. On lui a reproché comment peut-elle refuser l'honneur, le privilège d'être femme de médecin.
Et donc je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de Pauline Dubuisson sans parler des femmes entre la fin de la guerre et le début des années 60 où ça a commencé à bouger. Elle est née en 27. 15 ans après elle, c'est-à-dire à partir de 1960, des Pauline Dubuisson, il y en avait partout dans les rues. Mais elle a eu la malchance de naître 15 ans trop tôt. Qu'est-ce que d'avoir écrit ces deux non-fictions, donc pour en revenir là, ça pourrait modifier dans votre façon, alors là aussi, de concevoir des personnages de fiction, quelles que soient les fictions, qu'elles soient sur vos courses à Franprix ou qu'elles soient sur d'autres histoires, qu'est-ce que ça pourrait changer d'être passé par la non-fiction comme ça? J'en sais rien, parce que je pense que c'est pas un passage, je vais un peu continuer là-dedans. Là, c'est particulier, c'est vraiment, il n'y a pas un gramme de fiction dans le livre, parce que je m'étais fixé ça comme contrainte, parce qu'on a tellement raconté de mensonges sur elle et interprété, modifié sa vie, que moi, je m'étais fixé. Mais sinon, par exemple, dans celui-là, que c'est un peu plus... Mais j'ai envie de raconter la vie des gens, je sais pas qui encore, mais on verra dans 2 ans ce que ça aura modifié. Question de romancier, donc en commençant par vous, Bernard Minier. Vous, c'est votre 4e livre. C'est toujours du suspense, toujours du thriller, toujours donc sur les côtés soit de manipulation, soit de trahison, des choses comme ça. Quand on voit la fiction de cet angle-là, comment est-ce qu'on se débrouille pour toujours raconter le fameux « il était une fois », qui est la façon dont on raconte une histoire, dont nous, on apprend à les transmettre et on les écoute. Comment est-ce que, thriller après thriller, chose horrible après chose horrible, est-ce qu'on trouve toujours une façon ludique, romantique, de raconter ce fameux « il était une fois » qui est la seule façon avec laquelle nous, on accepte votre pacte? Oui, j'entends bien. Moi, ma façon de... Alors déjà, moi, j'ai écrit 4 romans. J'en connais un ici qui en a écrit beaucoup plus, donc il faudra lui poser la question après. Mais, on y comptait bien. Mais ce que je fais, moi, c'est que j'essaie de ne pas écrire à chaque fois le même livre. J'ai écrit Glacé, qui se passait dans les Pyrénées, qui était avec mon personnage fétiche, le commandant Servaz, qu'on retrouve ensuite dans les 2 romans suivants, qui est un flic toulousain. Ce sont des enquêtes dans le sud-ouest. Néanmoins, si Glacé et Le Cercle, le roman suivant, ont une certaine parenté, à savoir que ce sont 2 romans d'enquête, assez traditionnels, en tout cas au départ, même si j'espère bien qu'ils sont originaux par bien des côtés. N'éteins pas la lumière, déjà, c'est très différent. Et Servaz est un peu en retrait. Là, on a un thriller pur, c'est-à-dire qu'on se met dans les pas d'une victime, une femme qui s'appelle Christine Stanmeyer, qui est victime de harcèlement, qui reçoit un soir de Noël une lettre très étrange dans sa boîte aux lettres d'une femme inconnue qui lui annonce qu'elle va se suicider. Et à partir de là, elle vit une descente aux enfers. Et là, Servaz est un peu derrière. Donc déjà, on a une construction très différente, puisque là, on est dans le thriller pur, à savoir, on s'attache au pas de la victime, on la suit dans sa chambre, dans la cave, dans sa salle de bain, et on devient paranoïaque avec elle. Et dans ce 4e roman, c'est encore extrêmement différent, puisque pour le coup, là, je suis parti aux États-Unis, comme on l'a dit. J'ai un narrateur, je ne sais plus le point de vue à la 3e personne, c'est une voix à la 1re personne. C'est un narrateur de 16 ans, un adolescent qui raconte lui-même ce qui lui arrive, qui donc rentre un soir par une nuit de tempête du lycée à bord du ferry. Il se dispute avec sa petite amie, laquelle va être retrouvée morte sur une plage de Glass Island, cette fameuse île qui est le décor du livre. Et parallèlement à ce jeune homme de 16 ans, sans dévoiler quoi que ce soit, qui est élevé par 2 mamans et qui n'a donc pas connu, qui est un enfant adopté, qui n'a pas connu vraiment ses parents, on est à l'autre bout du pays un certain Grant Augustine dont on a parlé, qui est à la tête d'une société de surveillance en tout point semblable à celle qui employait Edward Snowden et qui lui a tous les moyens de surveiller tous les citoyens américains et voir l'ensemble de l'humanité connectée, et qui pourtant depuis 16 ans recherche en vain le fils qu'on lui a enlevé à la naissance. Évidemment, la concomitance entre les deux n'est pas fortuite. Donc voilà, on a encore une construction très différente dans un endroit différent avec des personnages différents. Il y a quelques constantes, par exemple, on retrouve souvent des adolescents ou de jeunes gens, aussi bien dans le cercle, dans le Glacé, où il y avait une colonie de vacances, que dans le cercle qui se passe dans une classe préparatoire littéraire et en lycée. Et là, ce narrateur de 16 ans. Mais sinon, les romans sont très différents entre eux. Voilà. J'essaie de ne pas écrire à chaque fois le même roman. Et je pense que c'est comme ça que je renouvelle ce fameux contrat « Il était une fois ». Parce que sinon, même moi, je vais m'emmerder, quoi. Si je commence à appliquer la même recette, je vois absolument pas l'intérêt, ni pour le lecteur, ni pour l'auteur. Voilà. Chez vous, Fonctiliez. Oui, non, mais c'est ça, ce que dit Bernard. Essayer de raconter des histoires à chaque fois différentes. Alors c'est vrai que plus on écrit de livres et puis on puise dans des choses qui nous sont chères, donc à chaque fois, à chaque nouveau livre, des fois je réfléchis à des thèmes, je dis ah non, ça je l'ai déjà fait, donc il faut que je trouve autre chose. Donc voilà, essayer de faire différent, se faire plaisir aussi dans l'écriture, ça c'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire s'éclater, parce qu'on va passer
un an tout seul dans son histoire, 1 an ou 2 ou 3, ça dépend du rythme de chacun. Après, il faut respecter son lecteur aussi, c'est-à-dire que voilà, on a des lecteurs qui nous suivent, qui nous font confiance, et que, finalement, il y a ce contrat-là, quoi, de se dire, voilà, d'essayer de faire un bon roman. Voilà. Alors après, il faut se dire que tous les grands thèmes ont déjà été traités. On n'invente rien. Hein, les thèmes autour de l'amour, de la mort, du meurtre. Une histoire policière, c'est un meurtre, c'est un assassin. C'est toujours la même chose. Après, c'est chacun le traitement que chacun va faire de l'histoire. Les personnages, on en a parlé. C'est ça aussi qui fait que chaque personnage est unique. Et Dieu seul sait qu'en roman policier, c'est très difficile de donner une identité à ses propres policiers qu'on crée. Tellement il y en a eu qui écrasent tout le monde. Quand vous créez un personnage, les gens, si les gens le comparent à tiens, il est comme Hercule Poirot, il est comme Maigret, machin, là vous avez un peu perdu. Il faut que votre personnage il soit lui-même. Et donc voilà, il faut essayer de faire ça. C'est une nouvelle aventure à chaque livre. Mais je le dis toujours, c'est avant tout le plaisir d'écrire qui voilà, il faut que le plaisir d'écrire soit toujours là. Sinon il faut arrêter. Je crois qu'il a souligné un truc très important et dont on n'a pas parlé. C'est le personnage. Le personnage, c'est vraiment le truc essentiel. Franck a raison. Et finalement, c'est à ça qu'on s'attache et auquel les lecteurs s'attachent aussi. C'est d'abord les personnages. Alors, pour ce Il était une fois, et la façon dont vous nous faites rentrer dans ce destin, je voudrais bien que vous nous disiez un petit peu quelques mots, Philippe Janeda, sur la façon dont vous avez imaginé cette première phrase, parce que pour tout ce que Philippe Janeda vient de vous raconter, voici la façon dont il nous prend la main pour nous emmener dans ces histoires. Je suis comme les bébés, quand la nuit tombe, j'ai besoin d'un whisky. C'est la première phrase de La Petite Femelle. Alors comment cette phrase-là vous a été invoquée pour ensuite nous emmener dans ces années 50 à nos jours? C'est tout simple. Il y a 2 ans, j'étais dans un salon, je ne sais où, je me demande si c'est pas Taloir, et j'étais tout seul à la terrasse d'un bar, et la nuit tombait, et je me sentais un peu une sorte de vague à l'âme, donc j'ai demandé un whisky, et j'étais tout seul, ils étaient tous en train de s'amuser, je sais pas où, j'étais tout seul, je me suis senti comme un bébé, et je me suis dit, voilà, les bébés, quand la nuit tombe, ils pleurent, ils crient, s'ils avaient le droit de boire du whisky, ça pourrait les aider un peu. Donc moi, je suis comme un bébé, mais j'ai le droit de boire du whisky quand la nuit tombe. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je recite les ouvrages dont nous avons parlé. Pandémia, c'est aux éditions Fleuve Noir de Franck Tilliez. Vous êtes ici jusqu'à demain soir, Franck Tilliez? Jusqu'à ce soir, donc vous n'avez plus que quelques heures pour aller voir Franck Tilliez. Philippe Janeda, La Petite Femelle chez Julliard, vous êtes là jusqu'à demain soir. Et Une putain d'histoire aux éditions XO, donc de Bernard Minier, vous êtes là jusqu'à demain soir. Demain soir, voilà. Merci à vous trois et bon salon à vous, mesdames, messieurs.